pour notre débat, il est essentiel quand même de savoir ce qui se passe en Suisse, puisque nous sommes en Suisse. Et avec votre permission, avant de passer la parole à la salle, comme nous avons le privilège et le plaisir d'avoir la présence de M. Carlos Sommaruga, le conseiller national, et il est en même temps co-auteur d'une motion au Parlement justement sur cette question. S'il est d'accord de dire quelques mots sur le débat au niveau fédéral et au Parlement et sur l'intention du gouvernement suisse, s'il est d'accord, je lui passe la parole. Je viens, mais en fait, je ne sais pas beaucoup. Avec les fusils. Bonsoir, non. Je venais ce soir surtout pour me renseigner plutôt que pour exposer, parce que je pensais que c'était intéressant d'avoir des avis autorisés, que ce soit au niveau du système onusien, que ce soit également d'un professeur de droit. Donc en fait, la situation à Berne, elle est effectivement peu claire. Il y a cette notion qui a été évoquée de Joe Lang sur l'interdiction. Il y a une autre motion qui a été déposée par Hilde Fessler, qui est une socialiste saint-galloise, qui demande à ce que la Suisse adhère à la... qui demande à ce que la Suisse adhère à la Convention. Et en fait, je dirais que le débat, il est aujourd'hui dans le brouillard. On est dans le brouillard parce qu'on ne sait pas exactement ce qui va sortir du Conseil fédéral et qui viendra finalement aux chambres. En l'état, personne ne peut le dire. Il y a des considérations qui sont des considérations, je pense avant tout fiscales. Quand Blackwater vient en Suisse, c'est pas pour la neutralité, c'est pas pour les infrastructures, mais c'est parce que finalement, elle va payer très peu d'impôts en s'installant ici, comme le font d'autres multinationales. Mais effectivement, il y a un problème de risque pour la neutralité, qui a été évoqué, que l'UDC met en avant. Il y a d'autres types de considérations, donc, qui sont des considérations de pacifistes du côté de la gauche. Mais je pense que du côté du Conseil fédéral, on viendra certainement avec une solution qui permet aux sociétés de s'implanter en Suisse, ce qui permettra de fiscaliser leurs bénéfices, relativement bas, mais de fiscaliser quand même, et d'introduire une espèce de réglementation minimale ou de transparence minimale, non pas forcément vis-à-vis du public, mais vis-à-vis des autorités. On annonce, d'ailleurs, c'est ce qui a été dit dans la réponse du Conseil fédéral à la motion de Mme Fessler, à savoir qu'il faudrait que ces sociétés annoncent où elles sont actives et où elles s'engagent. On peut bien imaginer qu'il y a un certain nombre de ces interventions qui sont des interventions clandestines, qui ne sont pas connues du grand public, donc je vois mal comment on pourrait annoncer à la Suisse des opérations clandestines de sociétés. Donc nous, on est en tout cas, pour ce qui concerne les parlementaires, opposés à ces sociétés, opposés à ce qu'elles viennent s'installer en Suisse. On est en fait dans l'expectative de voir un peu comment la chose se présente. Et en fait, j'avais plutôt des questions profite, ce soir, profite. Mais je ne le ferai pas tout de suite, je pense que la salle devrait le faire à mon moins. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Il a contracté, il a passé des contrats avec des employés de ces entreprises et avec des mercenaires, et pour qu'ils puissent tuer les frères de même pays et de la même tribu. Parce qu'il y avait des gens de la même tribu qui se sont révoltés contre Kadhafi. Donc, devant cette situation, ce que nous avons essayé, c'est-à-dire
de faire une réglementation, au moins de dire il y a des choses qu'on peut passer au secteur privé, et il y a des choses qu'on ne peut pas passer au secteur privé. Parce que cette privatisation de l'armée et de la police s'est fait dans un contexte de globalisation de l'économie où on privatise l'eau, on privatise l'éducation, on privatise n'importe quoi. On privatise les prisons, on privatise n'importe quoi. Alors, les soucis pour nous, c'est la sécurité humaine, même si la question des concepts de sécurité humaine et la terminologie sécurité humaine n'est pas dans la convention ou dans les projets des conventions, c'est la sécurité humaine à travers la défense de tous les droits, des droits humains. C'est pour ça qu'on a réagi justement pour que ces droits humains soient protégés des populations. Et c'est notre souci, ça a été la sécurité humaine, même si le terme sécurité humaine n'est pas dans la Convention. Mais on a une série d'articles, justement, pour la protection de la population civile et pour les droits humains et pour les victimes. Et contrôler, justement, les activités de ces sociétés militaires et privées qui n'ont aucune réglementation actuellement. Et que chaque fois, on passe de plus en plus des choses qu'on faisait dans le secteur public, mais des choses militaires. De plus en plus, on les passe au secteur privé. La CIA est en train de privatiser beaucoup des services de renseignement au secteur privé. Donc, une des choses que nous disons, écoutez, si vous voulez faire des espionnages ou d'intelligence, au moins qu'il y ait une responsabilité de l'État et que ça ne se passe pas avec la privatisation même des agences de sécurité. Donc, ça a été notre souci. Moi, je suis d'accord avec vous. La meilleure chose qu'on pourrait faire, c'est de dire vraiment défendre toutes les activités, interdire ça. Ben, c'est pas réaliste actuellement. C'est pas réaliste. Même les projets que nous proposons est irréaliste parce qu'on a vu comment ont réagi les pays occidentaux. Et pour ça, on a dû vraiment faire un travail énorme dans le Conseil des droits de l'homme pour que cette résolution ne soit pas vue comme une résolution des pays qui sont vus mal par les pays occidentaux, mais par des pays qui peuvent dialoguer avec les pays occidentaux. C'est-à-dire que pour nous, et je crois que le professeur Geta l'a dit très bien, il n'a pas nommé, mais c'est une nouvelle forme de néocolonialisme. C'est-à-dire, c'est une façon vraiment de pouvoir agir dans tous ces pays d'une manière occulte et de se dégager de la responsabilité étatale ou étatique. Justement, ce qu'on veut faire avec cette convention, c'est de donner la responsabilité à l'État, aux États qui ont la responsabilité et ne pas se dégager de ces responsabilités. Et si ils ont quelques fonctions qu'ils veulent privatiser, au moins qu'ils les fassent, mais avec une réglementation, avec une surveillance, et une surveillance pas seulement nationale, sinon une surveillance internationale. Les projets qui commencera la semaine prochaine va être long et va être très difficile. On aurait bien aimé mettre la barre beaucoup plus haut, mais je crois qu'on l'a mis trop haut pour les États occidentaux et qui vont essayer de la descendre au minimum. Alors ça, c'est un processus qui s'engage et qui sera très intéressant, dans lequel la société civile, et c'est pour ça que nous voulons que ce soit dans le Conseil des droits de l'homme, pour que la société civile puisse intervenir, parce que les pays occidentaux, tous les pays occidentaux, entre ces pays, la Suisse, ils ont voulu sortir ça du cadre des Nations Unies, parce que ce qu'il n'a pas dit le professeur, c'est que l'initiative suisse s'est faite en dehors du cadre des Nations Unies.
C'est-à-dire, et qui était dans cette initiative suisse et dans les documents de Montreux, il y avait 17 pays, et les 17 pays, ceux qui étaient les promoteurs, c'était ceux qui ont l'industrie, les États-Unis, les Royaumes-Unis, et la Suisse qui présentait naturellement l'initiative suisse sous le cadre de la neutralité. Et il y avait des pays comme l'Afghanistan qui n'avaient pas grand-chose à dire, comme l'Irak qui n'avait grand-chose à dire. Il n'y avait aucun pays d'Amérique latine. Il y avait le Libéria qui n'avait pas grand-chose à dire non plus. Des petits pays qui vraiment se soumettaient à... Et naturellement, l'industrie était là. Le lobby de l'industrie étaient dans l'initiative suisse. Et ils continuent. Ils continuent. Ce sont eux qui ont élaboré le code de conduite internationale. Donc, notre proposition, c'est juste de vraiment de mettre un terme à cette privatisation de la guerre et surtout à ces agencements des sociétés militaires et de sécurité privée qui n'ont aucune compte à rendre à personne. Pourquoi? Parce que même ils ont de l'immunité. Les employés qui étaient en Irak, ils avaient l'immunité diplomatique et ils ont invoqué ça devant les tribunaux américains, qu'ils avaient l'immunité diplomatique. Les employés de DynCorp qui sont sur le plan colombien, en Colombie, ils ont l'immunité diplomatique. Et c'est ça qu'ils voudraient vraiment promouvoir quelques pays. Poser la question dans le Parlement anglais, aux Britanniques, un responsable, un haut fonctionnaire du gouvernement britannique, si les employés des entreprises privées britanniques en Afghanistan avaient l'immunité diplomatique, il a répondu que oui, qui est certain, il avait l'immunité diplomatique. Donc, c'est contre tous ces mouvements qu'il faut arrêter, il faut mettre des règles. Il faut mettre des règles, et ça, c'est le minimum. Nous, on voudrait faire plus, mais je crois que si on arrive à mettre des règles sur le comportement et à rendre à que ces employés rendent compte devant les tribunaux, je crois qu'on aurait fait pas mal. Merci. Merci beaucoup. Je reprendrai quelques questions qui semblent m'être adressées. Pour la question des armes posées au début, alors le document de Montreux, il fait référence dans les critères à prendre en considération dans le choix d'une société privée, où il est dit qu'il faut prendre en considération si la société acquiert son équipement, en particulier ses armes, par des moyens licites, utilise un équipement, tout particulièrement les armes, qui n'est pas interdit par le droit international, etc. Donc il y a une prise en compte. Mais là, évidemment, de façon plus générale, les fabricants d'armes, c'est là un point, un angle mort du droit international en tant que tel. Il y a des interdictions pour certaines armes, certains types d'armes, les mines et autres, mais toutes les autres armes sont susceptibles d'être l'objet d'un commerce considéré comme licite. Là, la question qui est, à mon avis, d'un point de vue juridique, qui doit se poser et qui méritera d'être approfondie, parce que pour l'instant, on est encore dans l'incertitude, enfin, en partie dans l'incertitude, c'est la question de la complicité des fabricants d'armes dans la commission de crimes contre l'humanité ou autre, c'est-à-dire d'interpeller la responsabilité des fournisseurs d'armes lorsque ces armes sont utilisées dans le cadre de la commission de crimes internationaux. Il y a un certain nombre de pistes qui sont posées à ce niveau-là, mais ça mérite, je ne pourrais pas vous dire que la situation est aujourd'hui tout à fait idéale, elle est encore loin de l'être. Mais il y a en tout cas cette voie de la complicité qui peut être suivie. Pour la question de la privatisation de la guerre pour contourner les conventions de Genève, oui, mais moi je pense que c'est pas tant contourner les conventions de Genève que contourner la responsabilité qui va avec les conventions de Genève. C'est-à-dire que les conventions de Genève sont tout à fait aptes à s'appliquer à ces sociétés et à toute autre
individus combattants ou non. Là, par contre, la faille, c'est que ces conventions de Genève sont pensées sur un registre étatique. Et donc, là, les sociétés privées les États peuvent chercher à échapper à leurs responsabilités en utilisant ces sociétés. C'est plutôt, à mon avis, par ce biais-là. Et pour la question relative à l'interdiction de citoyens suisses, juridiquement, malheureusement, entre guillemets, la réponse est simple. Les citoyens suisses peuvent participer à des sociétés privées militaires parce que celles-ci ne sont pas considérées comme une armée. C'est une société et il est très difficile de faire la différence entre le Securitas qui viendra nous voir d'ici quelques temps si on continue la conférence un peu tard pour visiter, s'assurer que tout est en ordre et qu'il n'y a pas de voleurs, et le vigile devant une ambassade suisse en Irak, ou celui qui procède à des entretiens ou interrogatoires plus ou moins musclés en Afghanistan, à Kaboul. Donc le problème, c'est que cette société prennent des formes tout à fait multiples et ont des activités tout à fait différentes. Donc un citoyen n'est pas empêché d'y participer par cette disposition-là. Et voilà. Je préfère passer la parole. Ce sont des multinationales et qui ont énormément de facettes. C'est-à-dire, ils ont les Securitas, oui, mais par exemple, la plus grande multinationale, c'est la G4S. C'est une société qui fait que les Securitas et des choses comme ça, mais qui est impliquée, par exemple, aussi en Afghanistan et avec Armor Group. Armor Group, c'est militaire. C'est-à-dire qu'il y a tout un continuum et on ne sait pas où est-ce que ça s'arrête. Et c'est toujours la même multinationale. Par exemple, Blackwater, que vous connaissez, Blackwater, c'était un holding où il y avait Blackwater, mais il y avait aussi des entreprises de bateaux, il y avait des entreprises militaires aériennes avec des avions, etc. etc. Et tout est confondu dans les mêmes conglomérats. Et alors, ils passent d'une chose à une autre. À un moment donné, ils sont seulement Securitas qui ne sont pas armés. Et dans notre secteur, ils sont vraiment des militaires avec de l'armement énorme. Et une chose, par exemple, un autre vide juridique que nous avons trouvé, c'est que dans les documents de Montreux, comme le professeur Châtel a très bien indiqué, il y a l'État contractant, il y a l'État d'origine et l'État territorial. Mais nous avons vu que les contractants, ils allaient dans d'autres États qui ne sont pas nommés et qui forment la plus grande partie des armées parce qu'ils viennent du tiers-monde. Ils allaient par exemple au Chili. Et au Chili avec la contradiction que le Chili qui avait voté au Conseil de sécurité contre l'intervention en Irak, Blackwater et d'autres entreprises étaient en train d'employer des Chiliens en Irak. Alors, c'est ces contradictions-là qu'on veut vraiment réglementer au niveau international et que vraiment les États soient responsables de ces conduites. Merci. Christophe ? Oui. Je pense que les armées, qu'elles soient privées ou publiques, y compris d'ailleurs les industries de l'armement, ont parfois tendance à essayer de trouver des façons de rendre leur business durable. Ça, c'était une question qui était posée. Est-ce que les sociétés qui font de la sécurité militaire ou de la sécurité militaire privée déclenchent des conflits ? Je pense que la question est un peu mal posée. Ils croient tellement à leur business que finalement ils n'ont pas besoin de la poser. Les violations qu'ils causent sont effectivement conflictogènes. Et puis, mais avant même, du fait même qu'il y ait des violations, ils créent des conflits. Je crois que c'est un cercle vicieux, quelle que soit la façon dont on le prend. Et la question, c'est plutôt de réfléchir à quel serait le cercle vertueux qui permettrait de sortir de ça.
les mécanismes de prévention. Quelqu'un a posé aussi la question de la conscription. Je pense que là, on est dans la même dynamique finalement. Militariser des cerveaux, que ce soit des cerveaux publics ou des cerveaux privés, ça va finalement déboucher sur des conflits d'une façon ou d'une autre. L'idéal d'une armée qui n'est jamais utilisée, ce que la Suisse essaye de vivre depuis 500 ans, finalement, peut-être que ça marche, peut-être pas, c'est très discutable. Moi, j'y crois pas trop. On a besoin d'apprendre à résoudre nos conflits autrement que par la violence, y compris au niveau étatique. Et puis, je conclurai en disant qu'il me semble que j'ai peut-être pas dit autant que Malik aurait voulu sur la situation en Suisse, mais je vais être maintenant très clair et très simple. En Suisse, nous avons une chance de parvenir à une interdiction. Nous avons une configuration, nous avons un certain respect de la neutralité, même si juridiquement il ne s'agit pas tout à fait de la neutralité. Nous avons peut-être des chances à toutes sortes de niveaux législatifs, mais aussi nous avons la possibilité d'exercer une pression populaire qui permet peut-être de parvenir à une interdiction de ces sociétés. Peut-être. Je ne suis pas très très optimiste, mais il y a une chance et je pense qu'il faut la saisir. Et je pense que là, on pourrait donner un exemple pour une fois. Ce n'est pas tellement dans l'habitude de la Suisse de montrer l'exemple. Parfois, elle le fait sans le dire. Là, il faudra bien le dire, mais moi, je pense que l'important en Suisse, c'est ça, c'est que nous autres de la société civile, si le Parlement n'y parvient pas, nous fassions un peu la pression pour que ça puisse se faire. Mais c'est vrai que pour moi, la configuration est intéressante. Je sais pas, j'espère qu'on a répondu à toutes les questions. Alors, juste une précision avant de passer la parole à Carlos Sommaruga. C'est évident, un idéal serait l'interdiction de ces compagnies, ça c'est évident. Mais déjà, comme ça a été déjà évoqué, la seule convention qui existe au niveau international sur le mercenaire, c'est la Convention de l'ONU contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction des mercenaires. Alors, si on regarde la définition du mercenaire dans cette convention, c'est déjà dépassé. Et en plus, pour le moment, comme ça a été dit, ça a été ratifié uniquement par une trentaine d'États, et pas les plus importants, pas les États qui utilisent les mercenaires. Donc la tentative du groupe de travail de l'ONU, le mérite du travail du groupe de travail de l'ONU, c'est le moindre mal. C'est essayer de réglementer, parce que quand on regarde aux États-Unis, quand on regarde au Royaume-Uni et compagnie, en Suisse pour le moment on n'a rien, on est en train de réfléchir encore au Parlement, comment on va réglementer si on veut bien réglementer. Donc aux États-Unis et au Royaume-Uni, ils sont très libéraux. Bon, l'Afrique du Sud a fait un peu d'effort. L'Afrique du Sud, c'est le premier pays qui avait des mercenaires. Apparemment, ils ont une loi maintenant assez stricte, qui est montrée comme exemple. C'est très intéressant. Mais il faut justement, ça ne suffit pas non plus au niveau national, il faut qu'il y ait un relais au niveau international, puisqu'on a d'un côté des conflits internationaux, de l'autre côté des conflits qui restent uniquement au niveau national, avec des ramifications ou implications dans des différents pays ou différentes compagnies, etc. Donc, le mérite du travail, du groupe de travail de l'ONU, c'est ça. C'est le moindre mal. En l'état actuel, comment on peut limiter les dégâts, si j'ose parler comme ça. Alors, je passe la parole à... Je pense qu'il faut quand même préciser une chose que personne n'a dite. Les efforts sur les mercenaires existent, c'est une base. Mais le mercenaire est au service d'un État étranger. Le grand trou juridique, c'est que ceux que nous appelons ce soir des mercenaires sont en fait au service de compagnies privées. Donc les buts du groupe de travail, c'est de réguler ces compagnies. Et le document de Montreux aussi d'ailleurs. C'est les personnes morales, c'est les employeurs qui servent d'intermédiaires, qui enlèvent le statut de mercenaire. Carlos. La réponse est très claire. Non, ils ne peuvent pas être considérés comme mercenaires parce qu'ils sont encadrés dans l'armée britannique. Mais ils sont discriminés, parce qu'ils sont vraiment discriminés. Mais ils sont encadrés dans une armée, etc. Puisque j'ai la parole, je voudrais, sans jugement de valeur, dire ce que je pense, parler de la conscription et la situation des militaires et des sociétés militaires et de sécurité privée. Par exemple, s'il y avait eu des conscriptions aux États-Unis
pour la guerre d'Irak, il y aurait eu des révoltes comme il y a eu pour la guerre du Vietnam. Alors, les Américains, le gouvernement américain, s'est passé justement avec son armée des professionnels de cette contestation, pour une part. Et pour autre part, parce qu'il a donné ça aux sociétés militaires et de sécurité privée, qui étaient à peu près au même nombre que les militaires en Irak et en Afghanistan, et parfois plus. Maintenant, les militaires, quand ils sont dans une guerre, ils veulent la finir. Les sociétés militaires et de sécurité privée, ils veulent que ça continue, parce qu'ils font des business. Et ils sont en train de faire le business avec les talibans maintenant en Afghanistan. Ils leur donnent de l'argent là pour qu'ils protègent leur convoi, etc., et pour qu'ils puissent passer. Alors ils sont en train de faire du business. La question des morts, oui, naturellement, il y a eu énormément de morts. Nous avons été au Pérou là, et on a parlé avec les veufs de quelques Péruviens qui ont été morts et comment ils ont été envoyés. Ils ont été envoyés comme un sac qui est envoyé par la poste. Ils s'en foutent, c'est vraiment de la dignité humaine et tout ça. Et ils sont pas censés. Il y a eu plus de 2400 morts de ces sociétés militaires et de sécurité privée en Afghanistan et en Irak, et plus de 51 000 blessés dans 10 ans de conflits armés dans ces deux pays. Et beaucoup de ces gens-là qui ont été blessés ou qui ont été morts, ils vont, parce qu'il doit y avoir une police d'assurance pour ça, et ils n'arrivent pas à trouver la police parce que les sociétés d'assurance, là, ils jouent aussi sur ça. Et comme il faut, c'est-à-dire s'il y a un mort ou s'il y a un blessé au Pérou ou au Chili, par exemple, et la juridiction, ce n'est pas dans ces pays-là. Il faut aller aux États-Unis ou aux Bermudas. Alors, comment l'ADF va employer un avocat pour aller aux États-Unis, plaider, etc., etc. Alors, tout le monde est en train de bénéficier de cette situation, parce que les assurances aussi bénéficient de ça. Moi, je voulais d'abord faire une remarque, c'est-à-dire que les armées de conscription vont disparaître. Mais à mon avis, c'est une question purement historique, dans la mesure où l'armée de conscription, elle est construite autour d'États-nations. L'État-nation étant dissous dans la structure économique libérale, néolibérale, à terme, il n'y a plus de nécessité de défendre l'État-nation. L'État-nation comme un territoire, une économie nationale et une population nationale. Et aujourd'hui, donc, la défense, elle est la défense d'intérêts économiques supranationaux, et donc, on n'a plus la possibilité de sacrifier ses propres soldats pour des intérêts qui ne sont pas sur son propre territoire et pour son propre territoire. Et donc, il y a cette dissociation indispensable entre, et c'est ce qui se fait aux États-Unis, qui a tiré la leçon du Vietnam et qui n'envoie plus finalement une grande majorité de cette troupe, mais qui envoie finalement des sociétés, et donc on a fait cette dissolution. Ça ne résout pas le problème fondamentalement. Mais on peut aujourd'hui envisager sans problème une dissolution des armées parce qu'elle se manifeste d'une autre manière, la disparition des armées, parce qu'on va assister à autre chose. Maintenant, sur la question de l'interdiction, bien sûr, je pense que c'est juste, au Parlement, on a la possibilité d'envisager une interdiction. Ce n'est pas évident parce qu'il y a deux chambres. Une chambre où il y a une majorité qui peut se faire entre la gauche et les nationalistes. Mais l'autre chambre elle est dominée par les partis bourgeois traditionnels, et donc il n'est pas du tout certain que cette chambre suive. On le verra d'ailleurs avec le traitement de la motion de Zhou Lang, savoir si oui ou non ils vont dans ce sens, ou est-ce que les majorités finalement se posent autrement. Ceci dit, je pense que l'interdiction territoriale de ces sociétés ne résout pas tout le problème, et qu'il est indispensable que dans l'interdiction, il y ait l'interdiction de financement des sociétés et de participation
des citoyens suisses à ces sociétés, que ce soit au niveau du commandement ou simplement au niveau du simple employé de base. Et là, alors, le débat va être beaucoup plus complexe et les majorités vont plus exister. Mais parce que les nationalistes ne vont pas s'opposer au fait que les banques suisses ou d'autres sociétés suisses financent finalement des sociétés qui n'ont pas leur siège ici. Ce qui est assez incroyable si on fait le lien entre la première remarque et la deuxième, c'est que la dissolution de l'État, etc., on arrive à créer, bien sûr, un sentiment ensuite d'appartenance nationaliste qui redemande en fait, et on le voit apparaître, donc cette dissolution de l'État et de la nation, mais qui réapparaît finalement sous la forme des mouvements populistes. Il y a en tout cas un élément que moi j'ai appris ce soir et je vous remercie, c'est que dans la réponse du Conseil fédéral, dans l'une des motions, il était indiqué que la convention de l'ONU de 89, en fait, était inopérante. Et d'ailleurs, l'exemple qui a été donné par le Conseil fédéral, c'était que la Libye est signataire de cette convention, mais qu'en fait, il n'y a pas forcément de violation de la convention pour toutes les personnes qui viennent en Libye, mais qui sont pas, justement, qui ne remplissent pas les cinq conditions que vous évoquez. Je n'étais pas vraiment sûr de l'interprétation du Conseil fédéral sur ce sujet. Je vous remercie de ce qui est confirmé cet élément-là et qui permet aussi de voir qu'une interdiction en Suisse se justifie et puis qu'il faut développer cet instrument de droit international. Peut-être qu'un jour, on arrivera à considérer que les sociétés multinationales sont des sujets de droit international comme les États et qu'il faut les soumettre à une loi. Je sais que ça relève d'une complexité énorme parce que ça donne aussi des droits, mais qu'il y ait cet assujettissement au droit international. Voilà, merci. On va arrêter là parce qu'on a eu, je pense, un très riche débat.